La bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Typo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7-ZARC-7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La Force G, ce sont ces 5 jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les 5 doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles. Bonjour à tous. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va être un peu longue parce qu'elle va se situer entre une Geek Factory et une présentation de kit. Puisque je vais vous présenter donc le God Phoenix, ou le Phoenix en version française, d'une série datant, alors pour nous les Français, de 1978, qui s'appelait La Bataille des Planètes. Et donc, je vais quand même vous remettre l'historique et le contexte de la série. Donc ça se reproche plus d'un numéro de Geek Factory, mais comme je vous présente également la maquette qui vient de sortir en même temps, donc je le conserve dans l'édition Geek Factory. Je ne sais pas encore, en fonction de la durée de ces vidéos, si je la ferai en une ou 2 parties. Et également pour ceux qui ont peur de s'ennuyer ou qui ne veulent pas avoir tout l'historique de Gatchaman, il y aura dans la partie description un index avec une timeline et vous pourrez cliquer si vous voulez voir directement l'unboxing de ce kit. Donc comme je disais, ce kit représente le vaisseau d'une équipe de super-héros qui s'appelle en français la Force G, donc d'une série sortie en France, je me répète en France parce que ça a son détail, ça a son importance, en 1978. Cette série en fait est sortie, est une série beaucoup plus ancienne, puisqu'en fait c'est une série qui date de 1972 et qui s'appelait Kagaku Ninja Tai Gatchaman, qu'on traduirait par les ninjas de la science Gatchaman, et qui est donc une série éditée par la Tatsunoko, si je me souviens bien. Donc Tatsunoko qui est également connu pour d'autres séries comme alors parmi les plus anciennes et qui est en rapport avec des kits que je vous ai présentés, Mospida, donc la 3e série que les Américains avaient racheté pour faire Robotech. Donc c'est une série qui date de 1972 au Japon, qui comportait 105 épisodes et qui raconte l'histoire d'une organisation qui s'appelle Galactor et qui veut conquérir la Terre en monopolisant toutes les ressources énergétiques de la Terre. Et cette société est dirigée par une entité extraterrestre, mais tous les protagonistes de cette société Galactor sont des humains. Également un personnage, le personnage qui s'appelle en français Zoltar, alors je me souviens plus de son nom en japonais. Donc tout se passe sur Terre, et en phase 2, ils ont une équipe de 5 personnes, donc les Gatchaman, qui vont lutter contre cette organisation, et donc à chaque épisode déjouer leur plan et sauver la Terre. Donc là je vous ai résumé ça très rapidement. Alors, les caractéristiques de cette série, c'est que déjà les costumes des protagonistes, que vous pouvez voir sur la boîte ici,
et je vous mets une illustration à l'écran plus précise, donc se réfère à des oiseaux. Chaque personnage se réfère à un oiseau. Le leader, Ken, c'est l'aigle. On va dire l'associé du leader, donc Joe, c'est le condor. Le personnage féminin, June, c'est le cygne. Le petit gamin sympa, Junpei, c'est l'hirondelle. Et Ryu, donc on va dire le pilote et le personnage le plus âgé, c'est le hibou. Ils ont un engin qui s'appelle donc le Phoenix, que vous avez ici, qui est leur engin principal, qui leur permet donc de combattre, qui a un certain nombre d'armements, qui a également la possibilité d'aller à une vitesse telle qu'il s'enflamme et prend la forme d'un phénix. Par contre, à bord, ils ont beaucoup de mal à supporter, donc il ne peut pas garder cette configuration trop longtemps. Et chaque personnage, mis à part donc Ryu, qui représente le hibou, qui est le pilote attitré du Phoenix, chaque personnage a également un engin particulier, un avion, une voiture, une moto, puis un espèce de tank. Alors je vous en parle parce que ils sont donc livrés avec ce kit là, comme vous le verrez, mais j'ai également commandé un ensemble de kits avec chacun des engins. J'espère le recevoir prochainement pour vous le présenter. Donc voilà pour la série de 1972. En 1978, la Tatsunoko décide de faire une suite à cette série, donc qui s'appellera très simplement Gatchaman 2. Et en même temps sort un film compilant un certain nombre d'épisodes de la première saison. Donc les premiers épisodes, un arc important au milieu et l'épisode de fin. Donc ça fait un film à peu près de 2 heures. Donc pour rappeler ce qui s'est passé dans la première saison, j'imagine. La particularité de cette saison 2, c'est qu'elle est beaucoup plus commerciale. C'est-à-dire que la plupart des engins vont changer. Parce qu'en fait, la saison 2, d'après ce que j'ai compris, est vraiment une commande de Bandai, il me semble. Je ne suis pas certain, mais en tout cas d'une société éditant des jouets qui voulait surfer sur la vague de Gatchaman pour vendre des jouets. Donc tous les engins vont être refaits, le Phoenix va être changé. Et franchement, moi personnellement, j'aime pas du tout le design de cette saison 2. En tout cas, moi j'ai jamais vu la saison 2, mais au niveau des engins, j'aime pas du tout. En parallèle, en 1978, les Américains vont s'intéresser à cette série, donc qui s'appelle Gatchaman, vont acheter, sur les 105 épisodes, ils vont acheter 85 épisodes qu'ils vont traduire. Et c'est là que les choses commencent à se gâter. Choc de culture, les Américains censurent énormément de passages dans les épisodes. Tout le vocabulaire grossier, toutes les scènes de combat violentes, les scènes de destruction, tout ça passe à la trappe. Ce qui a pour conséquence que presque 50% d'un épisode, jusqu'à 50% d'un épisode disparaît. Donc l'épisode est complètement dénaturé, incompréhensible. Pour pallier à ce problème-là, les Américains ont une idée qui est pas si bête en soi. C'est de créer des nouvelles séquences de toutes pièces. Ils redessinent des séquences et décident d'inclure un nouveau personnage qui fera office de narrateur pour combler les trous. Alors, on remet le contexte dans son époque. On est en 1978, juste après l'explosion du succès de la Guerre des Étoiles, de Star Wars. Et ça a un impact assez important sur la conception de la version américaine de Gatchaman. La première, c'est que le personnage qu'ils vont créer, qui s'appelle Seven Zark 7, donc 7 Zark 7 en français, je vous mets une photo à l'écran, il a quand même des faux airs de R2D2. Cylindrique, une tête rotative, des petites lumières. Donc, un gros côté R2D2. L'autre point également, ça va être l'adaptation et le doublage de Gatchaman. Rien que le titre. The Battle of the Planet.
Donc on peut faire tout de suite le lien avec Star Wars. Si je traduis en français, Star Wars, bon en français on l'a appelé la guerre des étoiles, mais on va dire que si je vais être très précis sur la traduction, c'est Star Wars. Star est au singulier, Wars est au pluriel. Donc on pourrait traduire par les guerres de l'étoile, donc les guerres stellaires. Et pour le dessin animé, donc les Anglais ont décidé de faire The Battle of the Planet, la bataille des planètes. Les guerres stellaires, la bataille des planètes. Le lien est très facile à faire. Et le dernier point également, c'est que dans la série originale Gatchaman, tout se passe sur Terre. C'est pas des extraterrestres. Alors il y a l'entité qui dirige Galactor, qui est extraterrestre, mais tout le reste se passe sur Terre et les protagonistes sont tous des humains. Dans la version américaine, il n'y a quasiment rien qui se passe sur Terre. Ils disent que alors Galactor devient une autre entité. Alors je ne me souviens plus le nom, ça va me revenir. Mais en tout cas, les noms évidemment sont changés et sont américanisés, mais surtout ça se passe toujours sur d'autres planètes avec des extraterrestres qui attaquent la Terre. Donc on rajoute des plans séquences avec des étoiles qui défilent pour figurer des voyages interstellaires. Et donc on essaye de faire en sorte que tout ça tienne la route, plus ou moins, avec ces montages un peu particuliers. Ils vont même jusqu'à redessiner des séquences avec les personnages originaux pour les intégrer et faire une interaction avec le fameux Z-Zar7. Le problème, c'est que ils n'ont pas adapté leur style graphique au style japonais. Et ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure. Les styles japonais, on a des grands yeux à la japonaise, hein, avec des pupilles, enfin voilà, les yeux japonais tels qu'on les imagine dans les animes habituellement. Et dès qu'on se retrouve avec une séquence dessinée par les Américains, on se retrouve avec des dessins à la style Hanna-Barbera, style Scooby-Doo. Donc les yeux sont totalement différents, le trait est totalement différent, et dans un même épisode, c'est assez flagrant. Et même moi qui regardais les épisodes lorsqu'ils ont été diffusés en France, je me rappelle que je voyais qu'il y avait certaines différences. J'avais pas l'œil critique d'un adulte, mais bon, je me rendais compte quand même qu'il y avait des trucs des fois qui collaient pas. Des petits messages assez amusants, par exemple, à chaque coup qu'une ville est attaquée et détruite, la voix off, ou bien dans le scénario, prend toujours soin de dire « Vous inquiétez pas les gars, la ville a été évacuée, il y aura 0 victime ». Donc voilà, parmi les petits trucs aseptisés version américaine. Donc les Américains avaient déjà fait du massacre de séries animées japonaises bien avant de s'attaquer à Macross, Southern Cross et Mospeada. Hein. Et même Battle of the Planet, c'est même vraiment pire parce que c'est pas. Enfin, si je voulais faire un parallèle, c'est pas un peu de chirurgie plastique qu'ils ont fait. Hein. C'est carrément de la boucherie. Hein. C'est du massacre à la tronçonneuse. Hein. Enfin voilà. 1978, donc la série est diffusée aux États-Unis et peu de temps après, la France rachète donc des épisodes qui vont être doublés, diffusés sur la première chaîne de l'époque dans une émission qui s'appelait Les Visiteurs du Mercredi. Et donc la France, sur les 85 épisodes américains, ne va en racheter que 60, va en racheter et en doubler que 65, je crois, 64 ou 65. Donc bilan, on part de 105 épisodes japonais, 85 américains, 65 français. Donc bien évidemment, on n'a pas de début, on n'a pas de fin. Que dire du doublage français? Je me suis procuré les deux coffrets des épisodes de la bataille des planètes parce que je voulais me remémorer ça, le souvenir. C'est une série qui m'avait vraiment marqué quand j'étais enfant. Alors d'autres séries m'ont marqué, Albator m'a énormément marqué, Goldorak m'a énormément marqué,
Mais la différence entre ces séries et puis la bataille des planètes, c'est que Goldorak, c'est une série, on va dire, j'ai envie de dire, qui est presque actuelle. On en parle encore. Elle est diffusée, des coffrets sortent. Dernièrement, comment dire, en librairie, on a des fascicules qui sortent avec des pièces de Goldorak pour le monter au fur et à mesure. C'est une série qui bien que ancienne, reste d'actualité, elle est connue, elle est diffusée, rediffusée, voilà. Albator, c'est pareil, Albator, on a eu Albator 78, mais il y a eu Albator 84, il y a eu les films il y a quelques années, donc c'est une série qui vit, qui existe encore. La bataille des planètes, c'est une série qui a été diffusée, qui m'avait marqué, j'ai adoré le design, j'aimais beaucoup l'aventure, même si je pense qu'à l'époque je comprenais pas tout, mais je regardais ça avec des yeux d'enfant, de la bagarre, des vaisseaux, voilà, c'était génial. Et j'aime beaucoup le design du Phénix. Déjà gamin je l'adorais, hein, puisque l'anecdote veut que j'ai cassé les pieds à mes parents pour avoir le Phénix en jouet à l'époque, qui était édité par Poppy. Si je vous retrouve une photo, je vous la mettrai là, hein, vous voyez, c'est vraiment le jouet bien vintage. Donc c'est une série que j'adorais, mais qui depuis sa diffusion à la télé, je crois que je ne l'avais jamais revue. Donc j'avais gardé ça en tête avec le souvenir d'enfance. Autant vous dire que ça a été un énorme choc lorsque j'ai re-regardé les premiers épisodes en DVD il y a quelques temps. Donc, en fait, ce qui m'a redonné envie, bêtement, c'est la sortie de ce kit. Hein. Et ce qui m'a choqué plus que le montage américain, ça on n'en est pas responsable. On a racheté la société, on a racheté les épisodes aux Américains. On a ce qu'on a acheté. Par contre, ce qui m'a énormément choqué, c'est le doublage français. Il y a quelque chose que j'ai du mal à concevoir, qu'on fasse un doublage dédié aux enfants. Et que nous, adultes, aujourd'hui, en plus avec le décalage années 70 et années 2000, on trouve ça kitsch, lourdeau, un peu enfantin, ça je le conçois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ait des séries comme Goldorak ou Albator, avec des doublages que je considère de grande qualité. Alors évidemment, il y a des rires de méchants qui sont caricaturaux, des plans et des dialogues qui sont assez enfantins. Mais on prend des séries, mais on prend pas le spectateur pour un débile mental. De même, vous voyez des doublages comme les doublages de Capitaine Flamme, qui sont limite scientifiques, avec une voix off qui est magnifique. La bataille des planètes, non. La bataille des planètes, on est dans un doublage bête. Et pourtant, même si à l'époque, je pense que déjà doubler des dessins animés japonais, c'est pas forcément ce qui était le plus gratifiant sur un CV d'un acteur. Mais je pense qu'il y avait des doublages de qualité. Je reprends, hein, Goldorak n'est pas catastrophique, il y a quelques phrases qui prêtent à sourire aujourd'hui, Albator aussi, mais il y avait une certaine profondeur dans certains discours, sans que ça soit de la philo de terminale, mais il y avait quand même, on prenait pas le spectateur pour un débile. Gatchaman, il y a des dialogues, mais c'est ras des pâquerettes, quoi, et ça gâche quand même tout. À noter par contre qu'il n'y a pas de possibilité légale de voir la série en version originale. La seule moyen que vous avez de voir l'histoire de Gatchaman en version originale, c'est de vous procurer le film dont je vous ai parlé, là, qui est une compilation de plusieurs épisodes qui était sorti en 1978. Le DVD est trouvable, je l'ai acheté de manière tout à fait légale, et il y a une piste française et une piste japonaise, et ça conserve l'histoire originale. Donc pour connaître la trame dans ses grandes lignes, c'est le seul moyen de voir Gatchaman, avec également les musiques originales, puisque les musiques, bien sûr, les Américains ont refait la musique. Alors ça, par contre, le générique de la bataille des planètes, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique. Je vous l'ai mis d'ailleurs en début de cette vidéo, plutôt que de mettre le générique original, pour vous dire quand même qu'il y a des choses que j'ai appréciées sur la bataille des planètes. Je terminerai cette énorme parenthèse sur l'univers Gatchaman en disant que en 1994, 3 OAV sur Gatchaman ont
été édité. Alors ils ont essayé de dépoussiérer le tout, ils ont refait un nouveau look au Phénix et aux tenues. Les personnages ont été... Les caractères des personnages, en tout cas, quand je parle de caractère, je parle pas du caractère design, hein, je parle vraiment de la mentalité des personnages ont été respectés. Mais même pour 1994, je trouve que certains looks sont un peu kitsch. Je l'ai regardé dans la foulée, hein. J'ai regardé quelques épisodes de la bataille des planètes, le film de Gatchaman et les OIV de Gatchaman 94, tout ça j'ai dû regarder ça dans la même semaine, donc je me suis fait une petite overdose de Gatchaman. C'est sympathique, ça respecte l'histoire de 1972, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Donc voilà pour Gatchaman. Si, pour les curieux, quand même, j'en parle. Pour les curieux, Gatchaman 2 et Gatchaman 3, alors qu'ils portent un autre nom, je me souviens plus, ont été rachetés par Saban. Donc Saban, homme d'affaires très connu pour avoir adapté les Power Rangers. Et d'autres choses, hein, par exemple les génériques de Goldorak, il me semble que c'est lui qui a commencé à monétiser ça. Donc il a racheté les deux séries suivantes de Gatchaman et les a compilées sous un titre en français qui s'appelle La Patrouille des Aigles, je crois. Et donc il a pris les 2 saisons pour en faire qu'une, en retirant des épisodes, remontage. A priori ça serait plus fidèle quand même que La Bataille des Planètes par rapport à l'histoire originale. Mais j'ai jamais vu. Donc je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Et donc maintenant on va revenir sur la présentation du kit proprement dit. Donc ce kit, je l'avais précommandé parce que j'avais été mis au courant de sa future sortie sur un forum cybermecha.com. Alors je fais pas énormément de pub, mais là je voudrais quand même parler un peu de ce forum là, parce que d'abord c'est un forum où je vais régulièrement, qui est très sympa. Comme son nom l'indique, c'est un forum qui est essentiellement dédié à la maquette sur tout ce qui est futuriste, les mechas, l'animation japonaise, le post-apocalyptique également. Et donc c'est sur ce forum à l'ambiance très sympa, hein. J'en fais pas des tonnes, hein. Franchement c'est ce que je pense, hein. Là-bas on ne juge pas les gens sur leur niveau, on donne des beaux conseils, on te dit pas t'es le plus beau juste pour te faire plaisir, on te dit aussi les choses quand ça va pas mais gentiment. Donc voilà, donc la rumeur de la sortie imminente d'un kit reprenant le Phénix du premier Gatchaman avait été donc, avec les photos des prototypes, avait été donc mise en ligne. Donc j'avais tout de suite précommandé ce kit sur mon site d'achat habituel. Il devait sortir début avril, il me semble, ou courant mars. Il devait sortir courant mars, je crois, et il a eu quelques semaines de retard. Et donc je l'ai reçu fin mars, début avril. Donc c'est un kit qui est édité par une société qui s'appelle Academy, que je ne connaissais pas du tout. A priori il semblerait que ce soit coréen, je crois. Donc comme vous voyez c'est quand même une belle boîte, un beau morceau. Sur la tranche ici vous avez une photo du modèle monté. Alors j'ai bien dit monté et non pas monté et peint, parce que c'est un kit qui est donc estampillé MCP, Multicolor Part. Donc en fait c'est quelque chose qui est étudié pour être fait en no paint, un peu comme le Gunpla. Toutes les pièces sont déjà de la bonne couleur. Mais vous verrez, il y a deux, trois choses qui moi ne me plaisent pas. Après c'est quelque chose de totalement personnel. Par exemple, je trouve que ça fait très plastique. Donc moi, évidemment, je vais entièrement repeindre. Il est également précisé ici que c'est un modèle qui est inspiré du modèle original de 1972. Pourquoi je me permets de préciser ce détail? C'est qu'en effet, il y a 2-3 petites choses qui diffèrent. Déjà, je le trouve plus long, plus élancé que le Phénix original. D'ailleurs ici là vous avez une illustration, alors qu'on voit pas bien parce que j'ai pas la place, voilà. Alors ici vous avez une illustration du Phénix qui a l'air très proche du
Phénix original. Et vous avez ici le modèle monté et peint. Vous voyez qu'il est beaucoup plus élancé, beaucoup plus long. Vous avez également une partie sur le dessus ici qui est en orange transparent, alors que dans le modèle original, elle est rouge, tout bêtement. Voilà. Et vous avez également des effets qui sont vendus avec, donc pour simuler le passage en vitesse. Alors en français, je crois que c'était calorification. Donc où il prend la forme d'un phénix. Donc vous avez ici une tête de phénix enflammée, et vous avez également des petites pièces pour simuler les réacteurs. Alors sur le côté ici, une illustration donc du modèle de la boîte avec les véhicules. Alors chaque véhicule porte un numéro, donc G1, G2, G3, G4, et le G5, c'est le Phénix. Ici, vous avez encore des photos du modèle monté avec ses différentes options. Donc vous l'avez ici sur son présentoir avec les missiles sortis. Vous avez ici donc les véhicules. Une photo ici des missiles sur le dessous qui peuvent être sortis ou rentrés. Les espèces de réacteurs turbines qui permettent de décoller, on peut le faire ouvert ou fermé. Et vous avez ici les différents véhicules, donc G1, G2, G3, non, G2, G3, G4, pardon, G2, G3, G4, qui peuvent être placés, puisque normalement ils sont à l'intérieur du Phénix, mais vous avez également la possibilité de les mettre visibles à leur emplacement, où normalement ils viennent se ranger à bord du Phénix. On verra ça plus en détail dans la notice. Et ici donc une vue de derrière du Phénix. Donc voilà, je vous propose maintenant de voir l'intérieur et la notice de montage. Alors, la notice de montage reprend l'illustration de la boîte. Donc on voit ici les protagonistes de la force G en français. Donc Marc, Kippo, Thierry, Princesse, Allumette. Les engins. Donc le Phénix en vol avec derrière sa version enflammée. Et ici, tout au fond, on le voit à peine, c'est le premier antagoniste, engin mécanique antagoniste que la force G aura à affronter, enfin les 4 chamans auront à affronter dans la série. Et ici, vous avez le logo de la Tatsunoko Production. Alors, notice en couleur. Alors je précise quand même que c'est un beau morceau, hein, c'est quand même un kit assez gros, vous verrez avec les pièces, mais il est donné pour faire 33 cm de long. Donc, on constate déjà que la notice, donc comme je vous disais, est en couleur et également en 2 langues, puisque nous avons en français et en japonais, et pourtant le kit est d'origine coréenne. Donc on commence par le dessous en mettant les espèces de réacteurs pour décoller. On retourne la pièce et on met la structure interne. Là, on monte les côtés. Donc comme je vous disais, hein, les pièces sont déjà de la bonne couleur. Donc on fait un côté gauche, un côté droit. On assemble le tout. Ensuite, on rajoute les arrivées d'air qui sont dans les ailes. Justement, on attaque les ailes dessus, dessous, les bords d'attaque en rouge, l'extrémité intérieure des ailes avec la partie rouge, ici une petite pièce qui est articulée parce que les ailes du Phénix peuvent s'orienter vers le bas, donc là pour l'aile droite, ici pour l'aile gauche. On assemble les 2 ailes sur la partie inférieure qu'on avait déjà montée. On met quelques renforts de structure pour que ça tienne bien. Donc encore là, c'est des renforts.
petite pièce à l'intérieur grise qui sert à renforcer l'arrière, mais qui sert également à insérer. Alors évidemment, je suis hors champ, voilà. Donc une petite pièce grise ici qui s'insère ici, qui va servir à renforcer la structure, mais également qui sert de rack pour insérer le G1, puisque le G1 s'insère par l'arrière du Phénix, et la dérive du G1 fait office de dérive de l'engin principal. On referme en plaçant la pièce au-dessus. Ici, ça vous explique que pour changer la position des ailes, il faut les tirer et ensuite on les abaisse. Ici, on attaque toute la partie moteur. Alors, donc la pièce est déjà d'un seul tenant. On insère les premières parties des moteurs. Les tuyères sont en 3 parties, dont une partie en orange transparent pour simuler un moteur en fonction. Donc ça, je ne sais pas si je le laisserai comme ça ou si je le peindrai en burnt metal, parce que je trouve les effets flammes c'est sympa, mais je trouve ça un peu kitsch. Donc on complète avec les pièces du moteur et ensuite on insère l'ensemble à l'arrière. On met les pièces qui se situent au niveau du nez. Le hublot qui est sur le dessus. Donc la fameuse pièce transparente, orange transparente, qui est normalement rouge opaque. Encore des bords d'attaque là pour les ailes sur la structure principale. Ici on termine l'extrémité des ailes avec les espèces de cônes. Ici on monte le lance-missile et vous avez donc, il vous explique qu'il y a la possibilité soit de le faire rampe fermée, soit rampe ouverte avec le lance-missile sorti. Et ici le dessus avec les 2 dérives latérales. Donc c'est un montage relativement simple, hein. Franchement, si on peint pas, c'est une affaire d'une après-midi, hein. Ici il vous explique comment faire les trains d'atterrissage. Et donc pareil, possibilité de faire train ouvert ou train fermé. Les lance-missiles qui sont sur le dessous de l'appareil, pareil, possibilité de les faire sortis ou fermés. Là on attaque le socle, qui est particulièrement moche et qui devait être avant prévu pour être sonore ou lumineux, je sais pas, parce qu'il y a un local pour mettre des piles qui ne sert absolument pas sur ce kit. Ici nous avons donc les grilles au-dessus des réacteurs qui permettent de décoller. On a le choix entre les poser ouverts ou fermés, et donc la possibilité de fixer le Phénix sur le stand de présentation en le fixant sur l'un des réacteurs de décollage. Alors ici ils expliquent comment assembler donc les différents engins. Donc le G1 qui est donc l'avion de marque. Donc ici en format vol normal. Et ici version alors sans les ailes latérales et avec une dérive surélevée pour pouvoir l'insérer à l'arrière du Phénix. Donc moi je sais déjà comment je vais faire, hein. Je vais le présenter en vol normal et je récupérerai juste la dérive pour la mettre sur le Phénix. Ici la voiture de Thierry que l'on peut insérer donc sur le support. Là c'est l'assemblage du nez du Phénix. La moto de Princesse, donc le montage de la moto de Princesse avec son insertion sur le support qui est attaché au Phénix. De même pour l'espèce de tank. Oups. De même pour l'espèce de tank de Kipo. Donc G4. Et ici vous avez les effets pour faire les réacteurs en fonctionnement. Ici le montage final pour vous expliquer donc à l'arrière l'insertion du G1, comme vous voyez avec la grande dérive
et on ferme avec un volet. Ici, on peut soit fermer l'extrémité de l'aile, soit insérer le support avec la moto de Princesse. Pareil avec le tank de Kippo. Et on peut également retirer le nez du Phénix pour mettre la voiture de Thierry en position de réception. Ici, on vous indique comment monter l'espèce de tête de Phénix qu'on peut insérer sur le nez de l'appareil pour faire l'effet enflammé. Ici, les éléments de peinture pour peindre les véhicules, parce que les véhicules, eux, ne sont pas pré-peints. Avec également, alors attendez, je vérifie juste quelque chose. Voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont pour les décalcomanies, parce que la boîte contient des décalcomanies et des stickers. On a le choix entre utiliser des décalcomanies ou des stickers, sachant que les décalcomanies sont quand même beaucoup plus nombreuses que les stickers au niveau des marquages. Donc vous avez des décalcomanies pour les véhicules et des décalcomanies pour le Phénix, ainsi que le schéma de peinture. Et ici la notice, comment utiliser des décalcomanies. Donc les vues latérales, le dessus. Alors, attendez, je suis hors champ à cause de la deuxième page. Voilà. Donc le dessus avec tous les différents marquages et le dessous. Et ici, vous avez la même chose, mais avec les stickers. Donc comme vous voyez, beaucoup moins nombreux. Et pareil, le dessus et le dessous. Et ici, les grappes donc en présence. Et voilà pour la notice. Alors la seule chose qui manque sur la notice et que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de référence peinture. Donc il va falloir que je me débrouille par rapport aux couleurs que je veux moi avoir, ou alors qui sont sur les grappes. Bah, justement, en parlant des grappes, on va y jeter un coup d'œil tout de suite. Alors celle-ci je ne les sortirai pas du sachet parce qu'il y a des petites vis qui sont dedans et je veux pas les perdre. Et donc cette grappe là est entièrement en plastique transparent orangé. Donc qui est pas si mal quand même, même si je pense que la plupart de ces pièces, je vais pas les utiliser. Ouais, il y a quelques pièces du moteur là. Donc comme je vous disais, je sais pas si j'ai gardé l'effet transparent ou si je vais le peindre en métal. Et donc la pièce du dessus ici, que je vais repeindre en rouge pour être un peu plus fidèle au dessin animé. Alors, une grappe blanche, donc avec le support. Et sinon, c'est essentiellement consacré. Alors, il y a les missiles, les trains d'atterrissage et les engins. Donc là, on voit la voiture. Le G1, donc l'avion, la moto, donc qui est a priori en deux parties, pardon, là et là. Donc ça a l'air assez sympa, bien détaillé quand même, malgré l'échelle. Donc c'est... Ah oui, alors j'ai pas précisé, il me semble que c'est du 1,72. Donc là, ce sont les réacteurs de décollage, le support, alors comme vous voyez hein, ici avec son logement pour les piles, et qui sert absolument pas. Alors pour quelqu'un qui veut mettre de l'éclairage dans le Phénix, il doit pouvoir donc je pense utiliser ce support avec ici en mettant un interrupteur et du coup avoir l'alimentation déjà dans le support. C'est pas si bête pour celui qui veut. Donc là, les trains d'atterrissage et les moteurs pour le décollage. C'est assez lourd quand même comme plastique.
donc l'arrière du Phénix. Donc vous voyez là un bleu, voilà, le bleu il est un petit peu trop clair à mon goût, hein. Je vais le faire un peu plus foncé. J'ai vu quelqu'un qui l'avait fait en bleu métal, qui a vraiment un très très beau rendu, mais moi je veux rester un peu sur le style animation, hein. Donc mais pas trop plastique là, il fait vraiment trop plastique, il est trop clair par rapport à ce que j'ai vu d'illustration du Phénix. Donc là, on a la partie du dessous, donc avec des détails en creux. Il y a des détails en creux, donc on va pouvoir faire un panel lining assez sympa. Les parois latérales, les ailes, donc il y a vraiment les... Alors, ça fourmille pas de détails, mais d'un autre côté, l'engin n'en a pas énormément de détails, donc c'est pas forcément choquant. Donc là, les dessous des extrémités des ailes où on peut insérer les supports des engins ou alors les trappes ici pour le refermer. Donc là, le dessus. Donc avec les volets des trains d'atterrissage. Donc on voit quand même qu'il y a des vérins, il y a quand même du détail. Le dessus, avec ma foi pas mal de détails. Par contre en no paint, alors mis à part le bleu qui me plaît pas et l'effet plastique, ce qui est gênant également avec le no paint parfois, c'est qu'on voit des traces d'injection, il y a des marbrures dans le plastique. Et je regardais aussi là les points d'ancrage des pièces ont l'air pas mal pensées et sont assez petites, assez fines. Donc je pense que pour quelqu'un qui veut faire du no paint, un petit coup d'ébavurage et un coup de papier de verre et ça passe quand même assez discrètement. Au contraire par exemple du Grandizer que j'avais fait de chez Bandai. Donc là toutes les pièces métalliques, enfin pseudo-métalliques, foncées, donc l'intérieur, les moteurs, les lance-missiles, les entrées d'air. Bon, c'est sympa, mais ça fait, comme je vous dis, voilà, vous avez des marbrures dans l'injection du plastique. Sur ces couleurs-là, ça pardonne pas. C'est joli, mais bon, ça fait quand même très plastique, hein. Alors là, encore pire, hein, tout ce qui est censé être couleur aluminium, ça passe très mal en no paint. Donc là, vous avez les fameuses grilles ouvertes ou fermées pour les réacteurs. Le côté et le dessus du nez. Donc, elle a l'air bien pensée. Franchement, là, je pense que la jointure est à peine visible. Je pense pas que je vais avoir à utiliser beaucoup de putty sur ce modèle. Donc, quand même des détails en creux. Je pense que ça va vraiment le faire. Et ici le rouge, donc avec le nez de l'appareil. Toujours ces fameuses marbrures liées à l'injection du plastique, c'est vraiment dommage. Donc les dérives. Bon bah voilà, encore un kit à faire sur la liste. Alors ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai pas mal de choses en ce moment qui attendent d'être montées et en plus va falloir que je lui trouve une place parce que j'imaginais pas l'engin aussi gros. Donc, comme je vous disais, hein, il va frôler les 30 cm, enfin il va même dépasser les 30 cm de longueur, donc il faut que je lui trouve une place avant de pouvoir le faire. Et je vous donnerai donc rendez-vous pour vous présenter le résultat. À bientôt!